Imaginez, Internet s'arrête demain. Que ferions-nous? Vous avez sûrement entendu que le cloud est immatériel, invisible. Mais Internet, ce n'est pas seulement votre smartphone ou encore votre ordinateur de bureau. Internet, c'est une machine gigantesque. Une machine qui tourne jour et nuit, silencieuse mais affamée, engloutissant de l'énergie, de l'eau, des matières premières et des ressources naturelles. Et sa voracité, tout comme sa taille, augmente de seconde en seconde, de façon exponentielle. Cette énorme machine repose sur une infrastructure colossale. 1,2 million de kilomètres de câbles sous-marins, soit 4 fois la distance Terre-Lune. 4500 satellites, avec des projets comme Starlink et Amazon Kuiper, qui prévoient de multiplier ce nombre par 10 dans les prochaines années. Des data centers partout sur la planète, dans des grands immeubles, des antennes 4G, 5G, 6G aujourd'hui, et même des centrales électriques dédiées. En termes de poids, cette machine dépasse tout simplement l'entendement. 52 fois le poids de la ville de Paris. Et pourtant, elle tourne sans que nous en soyons vraiment conscients. Chaque fois que vous envoyez un email, que vous streamez une vidéo ou que vous faites une recherche sur Google, eh bien cette machine gigantesque consomme une énergie folle. Elle refroidit des serveurs en continu et transmet des données à des milliards d'appareils à travers le monde. Et je ne suis pas ici pour vous culpabiliser de vos actions quotidiennes sur Internet. Je suis présent sur YouTube, sur Instagram, TikTok et même Spotify. Et au fur et à mesure de nouvelles technologies, nous avons dû l'idée que ces technologies consommaient de moins en moins d'énergie. Mais est-ce vraiment le cas? On parle souvent d'efficacité dans les nouvelles technologies, notamment celles liées à Internet. Mais ça n'a pas empêché le paradoxe de Jevons de se pointer pour nous rappeler la dure réalité. Par exemple, quand on est passé de 3G à 4G, la consommation électrique du réseau Internet mobile aurait pu baisser de 90% par octet transporté. Mais ce qui s'est passé, c'est que la 4G étant plus pratique, plus accessible, eh bien, les usages ont été décuplés et au final, la consommation a augmenté de 60%. Toute forme d'économie sera littéralement effacée par l'augmentation des dispositifs qu'on déploie autour d'Internet. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Internet, tout comme avant la révolution industrielle, a permis à l'humanité de décupler ses capacités dans quasi tous les domaines. Du transport à la construction, à l'alimentation, au divertissement, l'économie, la politique, l'éducation, la communication, absolument tout y est passé. Mais le prix est gigantesque. Pollution, changement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources. Le numérique il contribue au dépassement de plusieurs frontières planétaires, à commencer par le climat. Et donc le numérique, aujourd'hui, il contribue à hauteur de 2 à 4% aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques. Donc c'est déjà assez significatif, parce que c'est le niveau de la flotte de poids lourds ou de l'aviation par exemple. Mais surtout, c'est en croissance très rapide. Les experts prévoient que ce chiffre atteindra les 15% d'ici 2030. Beaucoup d'entre nous limitent déjà nos vols pour réduire notre empreinte carbone. Mais pendant ce temps, d'autres continuent de polluer sans remords. Elon Musk, Taylor Swift ou encore le PDG de Starbucks. Mais qu'en est-il du secteur numérique? Si on laisse cette gigantesque machine continuer à croître sans fin, que va-t-il se passer? Comment éviter qu'elle ne s'effondre sous son propre poids, sans les ressources nécessaires à son existence? Donc on utilise à peu près les 2 tiers de ce qui existe aujourd'hui sur Terre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai nul doute qu'on va continuer à faire augmenter cette liste, mais vous voyez que les besoins ils sont évidemment considérables et on a coutume de dire qu'il va falloir qu'on extrait du sous-sol dans les années qui viennent autant de métaux que ce que finalement l'humanité a extrait depuis l'âge du fer, et je vous laisse deviner le défi que ça peut représenter. Y a-t-il des solutions pour la rendre plus respectueuse des limites planétaires, prête à encaisser les chocs de l'IA, ainsi que celles des tensions géopolitiques? Eh bien, nous avons peut-être trouvé une solution en Suisse, un projet réellement novateur que nous avons eu la chance de visiter et qui pourrait absolument tout changer et peut-être sauver Internet.
Alors petit disclaimer avant d'aller plus loin, il faut préciser qu'Infomaniac nous a invités en début 2024 pour découvrir leur approche. Ils me disaient vouloir la faire connaître au plus grand nombre et également soutenir les mythes financièrement car selon eux nous œuvrons à la même cause. Alors comme toujours, je restais méfiant, ça fait toujours plaisir de découvrir des grosses boîtes qui apprécient et qui regardent absolument toutes nos vidéos, mais il n'était pas question que les mythes contribuent de quelque manière que ce soit à faire du greenwashing. Et dès notre première rencontre avec Boris Siegenthaler, qui est le fondateur, eh ben, le ton était immédiatement donné. Où moi c'était le déclic. Donc tu as vu le film Une vérité qui dérange? Ouais, là, exactement. C'était Et la je me grosse suis claque. dit, mais là, il faut qu'on fasse le maximum pour diminuer notre impact sur l'environnement, à mort. Ce personnage atypique est engagé corps et âme pour un avenir durable. Et d'ailleurs, il a su insuffler ses valeurs au cœur même de son entreprise, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Et si vous aimeriez que nous présentons d'autres entreprises qui se bougent pour rendre moins crades des secteurs particulièrement polluants, eh bien dites-le nous en commentaire. Si jamais vous êtes vous-même un entrepreneur et que ça vous intéresserait qu'on vienne vous voir, allez-y, mais attention parce que si on tombe sur du greenwashing, soyez sûr qu'on va y aller cash. Vous avez vu dans l'intro, Internet c'est une machine vorace, extrêmement affamée d'énergie, mais derrière ça il y a également des failles qu'on ne voit pas toujours. Et il y a un rapport extrêmement proche de notre façon d'habiter la planète Terre, notre façon de consommer au quotidien dans l'alimentation et les biens de consommation, et la façon avec laquelle on a créé, développé et que nous utilisons Internet. C'est qu'il y a une concentration de ces acteurs qui est très réduite, qui monopolisent toutes les données. Ça, c'est un fait. Et c'est très difficile d'en sortir. Et surtout, on a la croyance qu'on ne peut pas faire sans. Donc les gens, par réflexe, pour sauver leur emploi et pas paraître stupides auprès de leur direction, ils vont aller vers ces solutions-là. Ce qui est complètement faux. Après, cet aspect monoculture, c'est aussi un fait, c'est aussi ce qui explique tous les problèmes de sécurité qu'il y a chez ces acteurs. Parce que pour les personnes malveillantes qui veulent pirater des données, en trouvant un problème sur une plateforme qui est utilisée par 70, 80... Tu trouves le problème chez les 78, 90, c'est ça. C'est comme si tu as une espèce invasive qui infecte une monoculture, en fait ça infecte toutes les autres monocultures. Et cette concentration, elle n'est pas vertueuse pour les gens, à aucun endroit. Et que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans tous les domaines. On l'a vu aussi avec le secteur bancaire. Ouais. On doit revenir à des unités plus locales. Pour nous, ce serait un échec, typiquement Infomaniac, si on devient aussi gros que Google. C'est pas ce que vous voulez? Non, pas du tout. Nous, déjà, on veut rester au champ européen. Ouais. Et si Infomaniac devrait devenir la seule entreprise en Europe qui est sérieuse, ce serait un échec. Parce que pour nous, il faut une biodiversité d'acteurs numériques pour avoir des technologies différentes, pour avoir des emplois qui sont créés localement, pour avoir des data centers qui sont à taille humaine, connectés aux villes, pour revaloriser la chaleur. Un data center, si tu le construis à l'extérieur des villes et que tu fais des gigastructures, tu ne pourras pas récupérer l'énergie qui consomme parce que c'est beaucoup trop par rapport aux besoins. D'avoir quelque chose qui est équilibré, quoi. D'après le rapport du Shift Project intitulé Monde virtuel et réseau face à la double contrainte carbone, que je vous mets tout de suite dans la description de cette vidéo, eh bien les émissions du secteur du numérique sont comparables à celles de l'aviation. En France, pour respecter nos engagements climatiques, l'empreinte carbone du numérique devrait baisser de 30% d'ici 2030. Mais aujourd'hui, elle augmente de 6% par an. Il est utile de vous préciser qu'on n'y arrive toujours pas. En fait, c'est assez dingue, c'est-à-dire que pendant qu'on est tous en train d'essayer de la ralentir, elle ne cesse de croître, comme si en fait elle défiait littéralement les lois de la physique. C'est tellement frustrant, comprenez? Ça puisse oui, mais vécu ça comme une s'appelle la frustration. vie. C'est frustrant de tomber vers le bas quand on saute du haut d'un immeuble et pourtant ça s'appelle la physique. Je veux dire, mais c'est frustrant. Hein. Moi, j'aimerais bien voler depuis que je suis petit, mais je saute pas du haut d'un immeuble parce que je sais que je vais tomber vers le bas. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et tant d'autres, contrôlent une grande partie de nos données et ont une influence démesurée sur les décisions politiques, notamment ici même en Europe. Et comment? Eh bien de la même façon que les activistes du climat militent pour éjecter les énergies fossiles, tous ces lobbies-là de l'Union européenne, eh bien également des lobbies de tout ce qui est GAFAM, auprès des commissions et des parlementaires européens. Ils monopolisent les marchés, ils capturent des contrats avec des gouvernements et influencent littéralement en fait toutes les décisions de la Commission européenne et beaucoup en matière de sécurité. Et pourtant, des solutions locales comme Infomaniac existent. Elles sont respectueuses dans l'environnement et également des utilisateurs. Et ça, c'est important. Mais en ce moment, les entreprises et institutions européennes continuent de favoriser les géants du numérique malgré tous les scandales qui ne cessent de péter d'année en année. Real
game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? Est-ce qu'on est sur écoute avec nos téléphones? Là, je viens avec une question rien à voir. C'est une bonne question. On me pose souvent la question, je ne pense pas directement. Ce que je pense, c'est que les algorithmes en fait pour nous vendre des choses pour la pub est tellement puissant qu'on a l'impression qu'on nous écoute. Et bien Microsoft, avec sa panne mondiale, qui a montré à quel point cette centralisation numérique crée des vulnérabilités colossales. On le surnomme l'écran bleu de la mort. Ce message d'erreur s'affiche hier sur des ordinateurs du monde entier. Des annonces de panne en série, notamment à Microsoft, la multinationale américaine. L'entreprise a pris des mesures pour atténuer les difficultés, notamment des compagnies aériennes. C'est-à-dire qu'on a vraiment des acteurs qui sont aujourd'hui devenus beaucoup trop gros et qui ont le poids d'État. Il y a aussi une sorte de déréglage en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir certaines grosses sociétés qui, finalement, s'accaparent toutes les plus petites sociétés, toutes les petites initiatives. On va avoir des entreprises, bon, je ne vais pas forcément les citer, mais on les connaît très bien. Dès qu'il y a une innovation quelque part, ils vont vite le racheter parce que ça risque de faire concurrence. Google. Par exemple, Google. On peut aussi parler de Microsoft, s'il s'agit de donner des noms. Revenons à l'énergie et prenons l'exemple des data centers d'Amazon Web Services, AWS, qui consomment énormément d'énergie pour fonctionner et refroidir les serveurs. À l'échelle mondiale, ces data centers dépendent souvent d'énergie fossile et leur empreinte carbone est énorme. Ils fonctionnent comment les gens d'habitude dans les serveurs? Ils les changent après 4 ans, ils vont densifier, ils vont acheter des nouveaux ordinateurs pour densifier un maximum. Et nous, l'idée, c'est de dire, mais comme il faut, une fois que tu as réglé le problème d'achat d'énergie et que tu utilises l'énergie renouvelable pour alimenter tes serveurs, en disant, si tu regardes tout le GAFAM, ils vont mettre que en avant le fait qu'ils sont déjà hyper écolos parce qu'ils compensent ou... mais ils parlent que d'énergie en fait. Mais qu'en est-il pour Infomaniac? Quand tu disais, ouais, on est des pollueurs, tu te sens comment? Tu te sens... Ouais, je me sens dans les moins pires des pollueurs. Ouais. Mais quand on doit acheter plein de GPU H100, ben, ça fait chier. Ou quand on doit dire qu'on a de la croissance et qu'on achète des machines, ça fait chier. Qu'on garde 15 ans par contre nos serveurs, c'est-à-dire que tous les serveurs depuis 2012, ben, ils tournent encore en production. Ben là, ça fait pas chier en disant mais si tout le monde fonctionnerait comme nous, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a beaucoup de réseaux de chauffage à distance. Chaque bâtiment, chaque immeuble a un tuyau, a 2 tuyaux qui arrivent dans le bâtiment, 2 tuyaux d'eau chaude. Pour nous, ce qu'on va faire, c'est que on a donc un data center de 1,2 MW d'électricité qui sont transformés en chaleur. Et cette chaleur, en fait, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire fonctionner ce data center pour que la température qui vont sortir des serveurs soit le plus élevée possible. Et donc, on arrive à une quarantaine de degrés, et c'est entre 40 et 45 degrés. Et cet air chaud, on a besoin de l'amener dans le CAD. Donc, il nous manque encore un petit écart de température, c'est que le CAD, il fonctionne à 67 degrés. Et on va mettre des pompes à chaleur. Il faut imaginer que c'est c'est les pompes noires qu'on voit derrière les frigos. Et puis ces pompes, ce qu'elles font, c'est qu'elles compriment du gaz d'un côté, puis le gaz, quand il se décompresse, ben, ça fabrique du froid. Quand il se comprime, ça fabrique du chaud. Et comme ça, on va produire, en fait, quand nos data centers, on va consommer d'un côté cette électricité de 1,2 MW, 1,25 MW, et puis on va rendre au réseau, en fait, 1,7 MWh de chaleur. Donc ça fait que le data center, il a une double utilité, c'est que sa conso électrique, elle va servir à faire du calcul et du stockage, plus elle va chauffer 6000 logements en hiver pour ce data center qu'on ira voir cet après-midi. Et pour l'électricité, précisons qu'en Suisse, où se trouvent les serveurs d'Infomaniac, eh bien l'électricité du réseau est presque entièrement décarbonée. 80% de renouvelables, principalement hydrauliques grâce aux Alpes, et 20% de nucléaire qui vient de France. Mais Infomaniac a même voulu aller plus loin et a carrément investi dans leur 3e centrale solaire. Alors là, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas du tout comme ces entreprises qui se contentent de souscrire à des contrats d'électricité verte, qui est un véritable pipeau d'ailleurs qu'a démoli le réveilleur dans cette vidéo que je vous mets en description également et que je vous invite à creuser davantage. Et à l'inverse, Infomaniac, au lieu de tenter de refroidir des serveurs, justement a su innover en valorisant 100% de cette chaleur générée et qui est acheminée et qui sert par conséquent à chauffer
6000 logements à Genève. Et une fois que ce projet va marcher, ce sera une première mondiale qu'un data center arrive à valoriser 100% de sa chaleur. L'impact environnemental de l'IA. Nous devons parler de l'intelligence artificielle. L'IA sous sa forme actuelle qui permet aujourd'hui de créer absolument tous les contenus dont le numérique et dont les artistes sur le numérique avaient la capacité de faire. Je parle de la musique, je parle de création graphique, de photos, de vidéos, même de plans d'architectes, en passant par des textes, des livres, absolument tout. Certains experts parlent même de nouvelle ère de l'informatique, mais à quel prix? Eh bien, les IA comme ChatGPT nécessitent des centres de données gigantesques. D'ici 2027, leur consommation pourrait atteindre 134 TWh. Alors, si vous avez besoin d'un ordre de grandeur, il s'agit de la consommation annuelle de tous les Pays-Bas. L'IA, elle est émergée, on va dire qu'elle a fait beaucoup de bruit avec ChatGPT, avec OpenAI. Il n'a pas fallu très longtemps pour que Microsoft soit derrière et puis reprenne toute cette innovation. Ils apprennent au service en fait de leur entreprise, de leur but. Et ça, on ne trouve pas très sain en fait au niveau d'Infomaniac d'avoir tout qui est concentré en fait sur 2-3 acteurs qui peuvent finalement décider presque de comment va s'orienter le numérique à l'avenir. Si ces tendances continuent, entre course aux ressources limitées, tensions géopolitiques et crise climatique, un effondrement d'Internet pourrait devenir une réalité. Ce scénario, souvent appelé signe noir, pourrait survenir soudainement avec des conséquences terribles. Imaginez une tension extrêmement palpable sur les matières premières. Ça devient de plus en plus difficile d'extraire du cuivre et tout ce qui comporte le tableau périodique des éléments et qui permet à nos infrastructures de fonctionner. Des serveurs tombent en panne et on ne parvient pas à les remplacer suffisamment vite, ce qui crée des pertes de données. Des erreurs 404 se multiplient. Tandis qu'habitué à l'abondance, eh bien, la demande continue à exploser alors que l'offre est en train de diminuer. Internet, cette machine que nous utilisons chaque jour, pourrait donc s'effondrer du jour au lendemain, paralysant des milliards de personnes. Internet, à la base, c'est censé être décentralisé. Tout est censé être indépendant. On devrait pouvoir perdre la moitié de la Terre, l'autre moitié continuera à fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout est dans Google, tout est dans Facebook, tout est dans Microsoft. Et finalement, là, maintenant, on a ce risque théoriquement de perdre Internet. On pourrait s'imaginer que Google s'éteint demain, on aurait l'impression d'avoir perdu Internet. En fait, on aurait perdu le moteur de recherche, on aurait perdu YouTube et tous les petits services qu'ils ont, petits et gros services qu'ils ont fait à côté. Mais tout ce qui est page web, tout ce qui est site indépendant continuera à tourner. Donc, perdre Internet au sens propre, il faudrait casser tous les routes serveurs, donc ça serait un peu compliqué. Mais le dégrader fortement, oui, à cause de sa centralisation actuelle. Bon, respirons un peu. Si vous êtes encore là, c'est que vous cherchez des solutions. Alors imaginons un monde où Infomaniac serait la norme. Des data centers durables, alimentés à 100% d'énergie renouvelable, qui valorisent absolument toute la chaleur produite. Là, on est dans un lieu, un écoquartier, où en gros tout ça ici va être valorisé. Il y a un jardin qui va être construit et ça va être le premier serveur au monde en fait à être en énergie verte et en même temps à revaloriser 100% l'énergie. Et dans la conception, c'est vraiment pas con du tout, donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis ces pompes à chaleur vont remonter encore la température de 45 jusqu'à 67 degrés pour ensuite l'envoyer sur le réseau de chauffage à distance qui va bientôt arriver. Il y a les carottages qui sont faits dans les murs et puis dans les semaines qui viennent, on aura les tuyaux, on sera raccordé en fait sur le réseau de chauffage à distance de ce quartier. Et puis ce data center il est en sous-sol, mais on l'a isolé pour être sûr aussi que les calories de toute la chaleur en fait, dégagée par les serveurs ne partent pas dans les murs et ne partent pas dans le sol en fait, pour s'assurer vraiment que 100% de cette énergie produite soit valorisée pour le CAD. C'est impressionnant parce que t'imagines, tu construis absolument tout comme ça, des logements sociaux. Mais ce serait intéressant pour toi que d'un point de vue européen, mettons, il y ait une norme, il y ait des décisions qui soient prises au Parlement européen de se dire que toute nouvelle construction de data center part avec une obligation la chaleur, de valoriser cette énergie en fait qui est perdue. Voilà, pour des milieux socio-économiques, etc. On crée quelque chose dans le monde physique, c'est juste de l'énergie électrique qui est bêtement transformée en chaleur et qui est pour le moment juste envoyée en l'air. Donc oui, c'est ce qu'on veut. On veut et ça devrait le faire. C'est-à-dire qu'on va réussir avec, en tout cas sur le territoire de Genève, en disant l'office des permis de construire va dire si Infomaniac ça fonctionne data center, s'il y a d'autres data centers qui sont à Genève, ils auront l'obligation en fait de valoriser aussi leur chaleur. Tu vas la vendre combien ta chaleur?
Alors ici le deal, c'est de dire on la vend à prix coûtant. C'est-à-dire que de dire, quand je dis à prix coûtant, c'est-à-dire nous, il nous a fallu 6 millions de surcoûts pour récupérer cette chaleur, en disant bah, aidez-nous, en disant c'est 6 millions qu'on sort maintenant, aujourd'hui, là, ici on est un peu en retard. Parce que tu es convaincu, parce que tu comprends que c'est important, enfin vous voilà, avez compris chez en fait le deal c'est de dire pendant 10 ans, on vous donne on vous donne pas la chaleur, mais vous nous payez en fait ces 6 millions qu'on a avancés, et ben vous nous les rendez sur les 10 prochaines années. Plus des subventions, où on ne s'attendait pas du tout, où on a 1,8 million de subventions du canton de Genève qui nous aide en fait en disant mais nous on va vous aider, on veut participer dans ce que vous faites. Mais quand c'est remboursé, qu'est-ce qui se passe après? Après, une fois que c'est remboursé, on a un contrat avec les services industriels de Genève où pendant 20 ans, on leur vend l'énergie à prix coûtant. C'est-à-dire qu'on leur achète l'électricité qui est fabriquée localement avec de l'énergie renouvelable à Genève et on leur vend la chaleur mais au prix qu'ils nous facturent l'électricité. Et on va dire que l'autre partie qui reste, c'est si on a les frais d'entretien et de maintenance des groupes, ça on peut rajouter en fait sur le fonctionnement. Donc c'est vraiment c'est un échange de bons procédés. Des serveurs conçus pour durer des décennies, réduisant ainsi les déchets électroniques dont on n'est pas capable de récupérer suffisamment de matière, puisqu'il s'agit en fait de micro-technologie, et l'énergie à investir et la main-d'œuvre à investir coûte trop cher par rapport à ce qu'on pourrait récupérer. Et pour comprendre ce phénomène, je vous invite à découvrir une de nos vidéos avec Philippe Huis qui traite de la question. En fait, cette course à la puissance, moi quand on nous annonce que je sais pas qu'ils vont sortir des télévisions 8K, on dit ah putain mais c'est pas possible. Quand on sortant de la 5G, dire mais plutôt qu'on pourrait, parce qu'en fait on a deux leviers, on va dire par exemple Infomaniac, c'est de dire on peut acheter bêtement des serveurs ou on peut en codant, on peut aussi faire des exploits, ça prend aussi plus de temps, plus d'énergie cérébrale. On peut prendre le programme spatial quand ils ont envoyé Apollo 11, ils ont envoyé avec des ordis qui allaient à 2 à l'heure pour faire tout un programme pour envoyer des gens dans l'espace en disant c'est une énergie, en fait aujourd'hui en fait c'est un coût qu'on ne veut pas mettre, donc en fait on s'emmerde pas et puis on y va en mode consommons comme des porcs plutôt que d'optimiser. Aujourd'hui on pourrait faire des économies énormes sur plein de logiciels pour dire mais au lieu de les écrire et de ne pas optimiser le code et puis on y va, on s'en fout parce que c'est ça, tu ouvres un programme, il va prendre autant de ton CPU, tu ouvres un autre programme, il va à un moment donné ça chauffe, alors qu'en fait il pourrait optimiser les programmes de base pour prendre le strict nécessaire sur la mémoire vive, sur ton processeur, histoire de pas chauffer ton ordinateur et de diminuer la consommation en gros. Nous on va dire le fait de devoir acheter des serveurs, c'est un échec. C'est-à-dire qu'on a meilleur temps de payer de la matière grise et de payer des salaires pour développer des jolis logiciels plutôt que d'acheter des serveurs à la chaîne et de dire on se fait pas chier et on stocke des tonnes d'images, des tonnes de data, ou bien on fait tourner des usines à gaz au niveau du code et de dire aujourd'hui, en fait, c'est juste passer une question de coût. Et puis également, dans un modèle de vertu, ce serait d'avoir une souveraineté totale sur nos données sans les vendre aux plus offrants. Nous, ce qu'on veut, c'est un numérique qui est soutenable et durable et éthique. Et on grandira, mais de manière éthique et soutenable. Voilà, en restant dans le prisme de... Les valeurs ne changeront pas. Et ce qui pourra se passer si ça grandit, et qu'on devient une gigastructure... Vous êtes déjà gros, hein, vous n'êtes pas Google, d'accord. On n'est pas Google, tu vois, on n'a pas des centaines de milliers de collaborateurs. Mais si ça devait arriver, ce qu'on ferait, c'est qu'Infomaniac se diviserait en plusieurs holdings qui seraient soit indépendantes ou pas, avec les mêmes valeurs. Et si vraiment on n'arrive plus à gérer, on rendrait open source par exemple K-Drive, d'autres entreprises pourraient revendre K-Drive. Le but, ce ne sera pas de tout concentrer. On ne veut pas devenir ce qu'on critique. Ouais, d'accord. Donc oui, on grandirait, mais éthiquement. Et on préférera stopper les commandes, tu auras une liste d'attente, et on se donnera le temps de faire les choses correctement. Ok. On va se manger un steak ou... Non. C'est pas le but de cette salle. Non, cette salle, le but c'est de sensibiliser les gens sur le fait que la viande, c'est bon ou pas, ça c'est subjectif, mais qu'en tout cas c'est pas soutenable d'en manger de manière illimitée tous les jours, 2 fois par jour. Donc ils ont fait une salle de réunion dans ce sens-là, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous proposez ici dans la boîte qui diffère d'un système conventionnel d'une entreprise ultra pyramidale avec des actionnaires au-dessus, qui décide un petit peu de vie ou de mort sur le CEO qui fait tout pour faire plaisir aux dividendes de ses actionnaires, comme fonctionne BNP, Total Energy, les grosses boîtes délétères aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez de différent dans cette fameuse transition? Il y a déjà avant tout, je pense qu'on est indépendant. C'est déjà le premier élément, c'est-à-dire qu'Infomaniac appartient à ses employés.
donc exclusivement. Donc il n'y a personne de l'extérieur finalement qui vient via des actions nous influencer. Ça va plus être des clients qui vont nous recommander de faire des choses, mais sinon il n'y a pas d'impact de l'extérieur, genre tu vas faire ça, les engagements écologiques on s'en fiche, on passe à autre chose, donc non, ça on n'a pas. Un des plus grands porteurs en fait de ce message environnemental, c'est Boris Seigenthaler, qui est le fondateur d'Infomaniac, qui est déjà aussi garant de ça. Donc lui aussi, il va pousser beaucoup plus loin que la plupart des employés le feraient. Et ensuite, il y a plein de petites choses qui sont mises en place pour impliquer tout le monde. On essaie d'avoir une hiérarchie la plus flat possible. Alors, on n'est pas dans une entreprise où il n'y a pas de chef ou tout ça, mais dans une entreprise où tout le monde est responsable. C'est-à-dire qu'on va, quand on décide en fait, de la vie d'un produit, on va consulter tout le monde et on va en discuter avec les développeurs, avec les personnes qui s'occupent par exemple du marketing, de la communication. On va en parler également avec les administrateurs système, on va en parler avec le support qui sont les yeux et les oreilles finalement les yeux, les oreilles et la bouche d'Infomaniac. Donc c'est aussi auprès d'eux en fait qu'on va voir, c'est eux qui échangent avec les clients, qui savent ce qu'on veut. Donc en fait il y a cette politique d'impliquer le plus de monde possible qui fait que aussi on a une sorte d'émulsion autour de ça. Internet, vous l'avez compris, est une machine vorace qui tourne H24, de manière invisible mais tangible. Sa croissance exponentielle est à la fois un moteur de progrès, mais également un gouffre énergétique et de matière. Si nous ne faisons rien, cette machine pourrait s'effondrer sous son propre poids, entraînant des inégalités croissantes et des catastrophes écologiques. Mais il y a encore de l'espoir. Avec des modèles comme Infomaniac, nous pouvons ralentir cette machine, la rendre plus efficace et surtout plus respectueuse de notre planète et également des êtres vivants qui la composent et surtout de vous et moi. Internet doit devenir un outil au service de tous, y compris de la planète elle-même. Plutôt que de développer des technologies qui permettent à augmenter la production, focalisons-nous sur des technologies numériques qui permettent de la régénérer. Car cette grande machine, si nous arrivons en fait à la transformer, pourrait vraiment nous aider à tout reconstruire et tout retransformer dans la bonne direction au lieu de détruire. Et c'est ce que nous avons vu avec Infomaniac, un exemple tangible d'un futur numérique durable avec des gens qui savent que leur entreprise doit être actrice du changement. Mais au final, c'est vous aussi qui décidez du futur d'Internet. Un conseil, une recommandation, ce serait de regarder un peu ce qui existe partout et pas de sauter toujours sur le premier service qui existe et de penser aux impacts en fait, que ça a derrière. Ça a des réels impacts, en fait, que ce soit pour des questions sociales, climatiques. Il y a toujours un impact. C'est-à-dire que si on fait le choix d'utiliser un service comme, un service qui ne respecte pas tout simplement le fait de payer des impôts ici, qui ne respecte pas les engagements en fait, climatiques mondiaux, etc., il faut y penser et il faut être conscient de ce qu'on fait. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie du fond du cœur toute l'équipe d'Infomaniac qui nous a accueillis de cette façon-là. On a vraiment découvert des gens très motivés. D'ailleurs, on est très étonnés et à la fois très contents de savoir qu'ils sont quasiment tous abonnés à notre chaîne et qu'ils aiment bien regarder nos experts. Ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde et ça c'est très important. Merci aux tipeurs aussi qui permettent de faire de cette chaîne ce qu'elle est. Si on a des nouveaux objectifs, des nouvelles caméras, qu'on peut proposer de nouveaux concepts, c'est énormément grâce à vous. On va essayer de vous faire une petite vidéo prochainement qui va vous expliquer tout ce qu'on a réussi à faire grâce aux dons. Et croyez-nous que ça nous donne de l'espoir, en tout cas pour l'avenir, pour vous proposer des formats de plus en plus cool. Merci à tous ceux qui sont également abonnés à la chaîne, en route vers les 100 000 abonnés. Quoi que vous fassiez, faites-le bien et à très bientôt sur Limite.